Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette webconférence d'aujourd'hui. Je m'appelle Daria Senani et je suis directrice marketing chez Shipeo. Avant de commencer, quelques instructions pour cette session. Tous les participants sont en mode silencieux. Et si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les ajouter dans la fenêtre questions et réponses dans votre panneau de contrôle Zoom. Nous avons prévu une petite session de questions-réponses à la fin de la présentation. Nous allons aussi vous envoyer les slides, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, la maîtrise et la traçabilité end-to-end de la supply chain, de la prise de commande à la distribution. Et j'ai le plaisir d'accueillir Savoie et BP2R qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Lequeignard, acteur depuis plus de 20 ans dans le monde de la supply chain. Grégory a travaillé pour plusieurs éditeurs de logiciels, est un expert des OMS, des WMS et des TMS chargeurs. Grégory est aujourd'hui expert produit chez Savoie et pilote les interactions avec les intégrateurs de solutions software de Savoie. De l'autre côté, j'ai Yvan Keller. Yvan est un spécialiste de la mise en œuvre des systèmes d'information dans le domaine du transport et de la logistique. Depuis les années 90, il a cofondé une entreprise dédiée au développement des services web pour les transporteurs, puis a pris en charge le développement d'un logiciel de traçabilité. Depuis 2012, il est en charge du pôle dédié à la transformation digitale du transport de BP2R. Et enfin, Sami Chuck. Sami, il est directeur Europe du Sud chez Shipeo et il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la grande distribution et de la supply chain. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Yvan avec les questions de ce débat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous faire un petit point historique sur la digitalisation du transport et de la traçabilité pour donner un petit peu de perspective et de profondeur au débat que l'on va ensuite mener entre nous sur le thème de la visibilité et de la traçabilité end-to-end. La digitalisation du transport et la traçabilité commence il y a à peu près 35 ans, au milieu des années 80, où les premiers TMS sont apparus sur le marché. Les premiers éditeurs, on commence à créer des TMS, aussi bien pour les chargeurs que pour les prestataires. Et aussi une grande date, 1985, a été celle où les Nations Unies ont édité une norme internationale d'échange de données. Cette norme s'appelle EDIFACT, qui veut dire EDI, c'est-à-dire échange de données informatisées, FACT, for Administration, Commerce and Transport. Quel a été l'impact de cette norme? Ça a été de pouvoir envoyer pour un chargeur de façon automatique et de machine à machine, sans intervention humaine, les ordres de transport à ses prestataires de transport. Et en retour, les prestataires de transport avaient un message qui leur permettait effectivement de donner à leurs clients donneurs d'ordre ce que l'on appelle des statuts transport, c'est-à-dire des éléments constituant les éléments de traçabilité, ce qu'on appelle dans le track and trace, le trace, c'est-à-dire toutes les informations qui, quelque part, donnent à la prestation immatérielle du transport une matérialité, une histoire de ce que la prestation de transport a connu dans son exécution chez les prestataires. Les années 90 ont été celles de la digitalisation des quais, ce qu'on a appelé l'informatique de quai, où on a commencé évidemment à mettre des systèmes informatiques de flashage, notamment sur les quais des logisticiens, les entrepôts des chargeurs et aussi dans les agences des transporteurs, permettant notamment de savoir quand est-ce que le camion quitte l'entrepôt, et aussi quelque chose qui est très important et que l'on apprécie beaucoup, c'est les fameux rapports d'arrivage que les transporteurs constituent lorsqu'ils reçoivent physiquement les marchandises de leur donneur d'ordre sur le quai de leur agence d'introduction de leur réseau. Ça, on va dire fin des années 90, on avait effectivement posé les technologies du tracing. On savait ce qui se passait pendant la livraison et on savait aussi ce qui se passait à la fin des années 90 à quai en termes de départ et d'arrivage. Les années 2000 ont ouvert le tracking, c'est-à-dire la possibilité de géolocaliser des véhicules de transport. Pendant toutes les années 2000, les sociétés se sont créées pour effectivement permettre de développer ce qu'on a appelé l'informatique embarquée. On a installé dans les camions de l'informatique permettant notamment de les géolocaliser. Il faut savoir que dans la même période, en 2005, une société américaine a créé FlightAware qui a permis évidemment de suivre le tracking des avions. Et en 2007, les navires de commerce ont été équipés de ce qu'on appelait une borne IAS. Alors AIS pour Automatic Identification System, qu'est-ce que c'était? En fait, c'était une borne
qu'un navire de commerce doit laisser allumer durant tout le cours de son voyage, pas pour de la traçabilité au départ, mais pour éviter qu'il se rentre dedans, que les bateaux se rentrent dedans. Et en fait, cette borne IRS, au final, a servi, en récupérant les points de géolocalisation des bateaux, à permettre effectivement de suivre, de géolocaliser les bateaux pendant tout leur cours. Ça veut dire qu'à la fin des années 2000, on avait technologiquement la possibilité de traquer des camions, des bateaux et des avions. En 2010, l'informatique mobile est apparue, les smartphones, la 3G et puis après la 4G, et on est passé d'une digitalisation des véhicules dans les années 2000 à une digitalisation des chauffeurs, 2010, mais c'est surtout l'apparition d'une nouvelle forme de digitalisation du transport. Jusqu'alors, on ne pouvait digitaliser le transport qu'à travers des TMS. Là sont apparues ce qu'on a appelé des plateformes digitales transport, dont Shipeo fait partie. Et ces plateformes, elles se sont créées en masse depuis 2015 pour offrir des services généralement très verticalisés et très particuliers de tracking, de collaboration entre prestataires et chargeurs, d'appels d'offres électroniques, de slot management, de yard management, de validation de préfacturation, et j'en passe, et des meilleurs. Tout cela pour vous dire et pour finir que en ce début des années 2020, nous avons toujours les éditeurs de TMS, nous avons pléthore de plateformes digitales, il y en a des milliers dans le monde pour plateformes digitales de transport, j'en ai compté presque 200 juste sur la géographie de l'Europe, de la grande Europe. Et donc, on a un peu, on va dire, une situation où le marché est relativement illisible pour les chargeurs. Et cette illisibilité fait que le marché est en train d'évoluer, c'est-à-dire que le marché se structure, il y a des rachats, il y a des alliances et il y a des partenariats. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre webinaire de ce jour. Pour répondre à une question fondamentale, les clients chargeurs ne souhaitent pas avoir un nombre incalculable de solutions où chacune donnant une information silotée. Ils souhaitent avoir une solution globalisée, une traçabilité de bout en bout, une traçabilité de la prise de commande jusqu'à la distribution finale. Parfois même, ils veulent informer le client du client final. C'est dire ça, ce sont un enjeu qui est ultra majoritaire et qui est souvent le premier enjeu que moi je vois dans tous les appels d'offres digitaux que j'organise. Le premier enjeu que me demandent les chargeurs, c'est je veux contrôler mon information, je veux savoir où sont mes camions, je veux savoir si un bateau se détourne et que l'ETA est recalculé s'il subit une tempête. Tout cela aujourd'hui fait partie d'un enjeu primordial et majeur de la digitalisation. Et aujourd'hui, le groupe Savoie et Shipeo, effectivement, se sont dit, pour permettre de répondre plus efficacement à ces nouveaux enjeux et à la demande du marché, on va se rapprocher. Donc voilà la petite présentation que je voulais vous faire pour vous amener à ces enjeux tout en vous retraçant un petit peu l'historique de la traçabilité et de la digitalisation du transport. Je vais maintenant ouvrir le débat entre Grégory du groupe Savoie et Samy de Shipeo à travers 5 grandes questions que je vais leur poser et dont ils vous feront effectivement retour afin de vous donner le contexte et la matérialité de leur partenariat. Alors, première question, qui est une question de marché plutôt. Donc, comme je viens de vous le dire, les alliances sont en train de se multiplier, ainsi que les rachats de partenaires, notamment sur le domaine de la visibilité et de la traçabilité. Alors, j'aimerais bien savoir quelle place, en fait, le partenariat entre le groupe Savoie et Shipeo prend dans ce nouveau contexte. Je vais demander cela pour commencer à Grégory. Oui, merci Yvan, et puis j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc effectivement, le sujet là, qui nous intéresse sur cette première question, c'est finalement pourquoi Savoie et Shipeo ont fait une alliance technologique, hein, j'insiste bien sur ce mot-là, évidemment, pas de secret, il y a des intérêts évidemment commerciaux et stratégiques derrière, mais c'est surtout une alliance technologique. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, notre obsession à côté Savoie, et forcément du côté de Shipeo aussi, c'est de pouvoir fournir à nos clients une visibilité end-to-end. Alors, si je reprends un petit peu tout le maillage de la supply chain, alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est quand même la première question, mais il faut quand même que je donne un petit peu de détails pour comprendre. Depuis la prise de commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'elle est prise, cette commande, il faut se poser la question de savoir qui va la préparer. Un site d'exploitation, de préparation, dans le nord de la France, dans la région parisienne, peu importe, ou peut-être même plusieurs, en fait, tout ou partie de cette commande client. Et ça, ce sont des solutions de type digital, type OMS, Order Management System, qui le gèrent. Bon, alors, du coup, pour ça, il y a des acteurs sur le marché. Ensuite, après, on descend encore un petit peu d'un cran et on voit encore de la visibilité là-dessus. Il y a les Warehouse Management Systems qui, eux, sont en charge donc, de contrôler, de piloter la gestion des stocks et les préparations de ces commandes clients
sur ces différents sites que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et après, il y a les TMS chargeurs. Alors, les TMS chargeurs sont ceux qui vont effectivement optimiser les opérations de chargement remorque et de suivi remorque, toujours au sein de ces fameux distribution centers, hein, donc OMS, WMS et TMS. Et ça, ce sont des solutions que propose Savoie. Et après, il reste quand même tout ce qui est finalement gros tracking de la livraison finale, du client, voire même du client final qui a un client intermédiaire. Donc, effectivement, Vox maillage se complexifie un petit peu. Et si, effectivement, vous n'avez pas une plateforme de visibilité, bah, grosso modo, vous perdez de l'information. Et c'est ça qui est important, effectivement, c'est que désormais, chaque acteur de la supply chain, c'est-à-dire nos clients, veulent avoir une visibilité end-to-end. Et donc, forcément, il fallait pouvoir s'allier avec un acteur qui était déjà pertinent sur ce marché-là, donc celui de la visibility platform. Voilà. Alors, juste un dernier commentaire, et puis après, je laisserai quand même la main. Yvan, tu as parlé à un moment donné, tu as dit il y a 200 acteurs. Donc, effectivement, on voit que du coup, que c'est très éclaté comme offre. Hein. J'imagine que tous ne proposent pas la même chose, qu'il y a un effet recouvrement. Très éclaté, très verticalisé et très siloté. Exactement. Donc, forcément, à un moment donné, du côté de Savoie, il y avait une volonté de se dire quel acteur crédible, effectivement, et pérenne pouvait avoir une relation intéressante avec Savoie. Et donc, effectivement, une fois qu'on a écrémé un petit peu tout ça, Shipeo ressortait naturellement. Parfait. Alors, Samy, quelle est la réponse de Shipeo dans ce partenariat et son contexte? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, la place que ce partenariat a chez Shipeo, alors c'est dans la continuité de ce qu'a dit Grégory. Je m'inscris complètement dans ce qui a été dit. Je vais répondre en deux temps. La première, effectivement, c'est cette complémentarité fonctionnelle que Grégory a commencé à détailler. Mais c'est vrai que le fait d'être en partenariat avec Savoie nous permet d'améliorer le suivi d'exécution, c'est-à-dire de pouvoir traquer les transporteurs une fois que le camion est sorti du site, puisque c'est un peu finalement c'était le chaînon manquant dans cette supply chain où tout était bien optimisé par l'OMS, le WMS et le TMS, et puis le camion qui sort du site complètement à l'aveugle jusqu'au destinataire final. Donc nous, Shipeo, on apporte cette complémentarité fonctionnelle, on améliore ce suivi d'exécution, et comme l'a très bien dit Grégory, et on est aussi très content de ce partenariat, c'est de faire aussi bénéficier aux clients de Savoie le réseau qu'on a créé depuis 7 ans, puisque Shipeo a 7 ans, et en 7 ans, on a développé le réseau le plus important en Europe, avec plus de 140 000 transporteurs déjà connectés pour différents clients sur différents pays, et avec plus de 750 systèmes connectés. Tu l'as évoqué, Yvon, tout à l'heure, en parlant d'un peu de l'histoire des systèmes. On a parlé de TMS chargeurs, de TMS transporteurs, de télématique. Et cet effet réseau technologique, c'est ce que Shipeo a créé en 7 ans. Et aujourd'hui, ça permet de récupérer cette information et dans le temps réel, dans le real time. Et ça, c'est des éléments très importants. Et de faire bénéficier aux clients de Savoie cet effet réseau, cet effet tracking en temps réel et de renvoyer l'information dans le TMS. Et ça, j'allais dire, c'est la deuxième volet du partenariat, c'est cette solution sans couture pour le client de Savoie de se dire, bien évidemment, je suis utilisateur du TMS Savoie, je fais mon plan de transport, mes optimisations, j'envoie un transporteur. On ne lui demande pas de faire une autre action, de renvoyer dans Shipeo. C'est des choses qu'on parlait d'alliance technologique, de récupérer nativement les heures de transport, de faire le tracking et de choisir en fonction des cas ce qui est le plus pertinent pour le client, soit de renvoyer directement dans le TMS de Savoie et Shipeo, je veux dire, n'apparaît pas, mais aussi de pouvoir utiliser des fonctionnalités de Shipeo lorsque c'est pertinent pour le client, notamment sur des sujets de portail pour le destinataire ou d'envoi de SMS. Mais tout ça, une fois plus, l'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur. Tu l'as très bien résumé. On sent aussi des utilisateurs qui se disent, à la fois, il y a un peu un paradoxe dans le sujet, c'est je veux tout, mais je veux quelque chose de simple et unique. Donc, il y a un petit paradoxe sur lequel nous, on essaie vraiment d'apporter une réponse technologique simple, peu complexe et évolutive, parce qu'on en reparlera, je pense, durant la matinée, cette évolutivité des solutions. Et donc voilà, cette expérience sans couture, elle nous paraît très intéressante et c'est ce qu'on met en avant quand on parle avec des clients communs. Parfait, Samy. Effectivement, je vais prolonger ta présentation par une question évidemment qui revient souvent, c'est que effectivement, Shipeo a commencé sur une problématique silotée, c'est-à-dire le suivi des camions FTL-LTL. Et puis aujourd'hui, vous avez été plus loin, vous faites notamment de la traçabilité maritime. Effectivement, le chargeur, lui, ce qu'il veut, c'est un peu un one-stop shopping. Il veut se connecter à un système et puis il aimerait bien avoir tout ce que Grégory a dit, c'est-à-dire de l'OMS en passant par le WMS, le TMS et puis la plateforme de tracking Shipeo, d'avoir sa traçabilité end-to-end. Est-ce qu'on peut espérer un jour d'avoir ce système one-stop shopping et est-ce que dans le cadre de votre partenariat, c'est une des cibles que vous visez?
Alors, on n'a pas visé, enfin, on n'a pas dans un objectif à court moyen terme ce one-shot shopping. Ce n'est pas forcément la volonté de Shipeo de venir consolider tout un tas d'autres solutions, même si on a un fonctionnement technologique qui nous permet de communiquer très facilement par API et justement de pouvoir utiliser les spécialistes dans chacun des domaines. Tu as évoqué des sujets d'optimisation de tournée, mais on a pas mal de sujets autour de la gestion des palettes, du slot booking, du air management, etc. Donc, le one-shot shopping, ce n'est pas forcément la volonté de Shipeo. Peut-être que ça peut s'inscrire dans un autre périmètre et plutôt autour de l'outil cœur qui reste quand même le TMS dans le transport. Donc, ça, en tout cas, nous, on fait en sorte, une fois de plus, d'avoir cette évolutivité dans les solutions, de faciliter la gestion pour les clients qui cherchent à avoir une couverture fonctionnelle large, mais surtout en disant je ne veux pas être enfermé. Moi, j'ai cette conviction que les solutions qui font un peu tout, elles le font souvent de manière un peu moyenne. Et surtout, ça enferme un client dans quelque chose peu évolutif ou en tout cas beaucoup plus complexe. Tu as évoqué également le sujet de l'overseas. Et c'est très intéressant ce que tu as évoqué dans la trajectoire, ce côté vertical assez siloté. C'est vrai que très vite, chez Shipeo, on a eu cette volonté d'être plutôt horizontalisé pour le coup. Pourquoi ? Un, c'est que nos clients nativement sur la route faisaient aussi des opérations overseas, souvent de l'import, souvent de l'Asie vers l'Europe, en disant, voilà, écoutez, aujourd'hui, il existe des solutions de tracking maritime, mais il manque pas mal de choses. Il manque, alors ce qui correspond un peu à l'histoire de Shipeo, le pré- et le post-acheminement en camion, et ça m'intéresse de l'avoir. Donc, très naturellement, en faisant ce pré- et post-acheminement, on s'est dit, finalement, toujours dans cette logique de Shipeo d'être un agrégateur de données, de pouvoir être une plateforme interopérable puis multimodale, on a fait le même job que finalement sur la route. On est venu agréger de la donnée. Tu as parlé tout à l'heure des positions AIS, c'est tout à fait ça. On va récupérer des positions de navires qui sont publiques, mais on est venu les enrichir avec des données qui viennent des compagnies maritimes directement, des transitaires, et surtout de qualifier cette donnée-là, puisque justement, éviter ce côté, je vis un juste copier-coller une donnée sur différents sites, mais de venir l'enrichir, de venir qualifier la donnée, de venir choisir ce qui est la plus pertinent, puisqu'aujourd'hui, on le voit quand même sur le marché, et en particulier cette année 2020-2021 un peu compliquée, pour toutes les raisons que tout le monde connaît bien évidemment aujourd'hui, que le taux de fiabilité des compagnies maritimes a fortement baissé. Et donc, effectivement, l'ETA est un enjeu, l'information est un enjeu, et surtout, au-delà de savoir qu'un bateau est au milieu de l'Atlantique et du Pacifique, c'est est-ce que quand j'arrive au port, j'ai les bonnes informations qui me disent « Ok, mon conteneur, il est déchargé, il a été dédouané », pour derrière éviter tous les goulets d'étranglement sur la destination finale, parce qu'on sait que derrière que ça coûte très cher, et notamment les storage tariffs. Donc voilà, donc ça c'est un peu la vision de Shipeo. Pourquoi le maritime ? Parce qu'on a voulu apporter une réponse globale à nos clients. Et après, le one-shop shopping, c'est plutôt une volonté d'arriver à avoir de la complémentarité dans les solutions et d'avoir la bonne technologie pour le faire. Très bien, Samy. Alors, pour attaquer une troisième question qui, elle, est un peu plus commerciale et qui touche votre partenariat, moi, je fais beaucoup d'appels d'offres en digitalisation pour les chargeurs et aujourd'hui, je suis au point de me retrouver en face de situations où, certes, le chargeur peut cibler un TMS, mais dès qu'il s'intéresse à toute telle fonctionnalité, il se retrouve avec 3, 4, 5, 6 plateformes digitales auprès desquelles il devrait contractualiser. Et puis, au fin du compte, il n'achète rien parce qu'il va dire « c'est pas possible, je ne peux pas gérer 6 contrats ». Donc, est-ce que vous, dans votre partenariat, votre offre qui finalement devient commune, quel est d'ailleurs son intérêt, son retour sur investissement pour un client, et surtout, est-ce que vous pensez que ça va faciliter la décision de digitalisation des chargeurs? Grégory, quelle est la position du groupe Savoie là-dessus? Alors, en fait, dans ta question, il y en a en fait 3 qui sont sous-jacentes, quelque part, si je suis dans le détail. Donc, je vais essayer de répondre point par point. Le premier, en fait, en gros, on sous-entend effectivement, c'est quoi le ROI de la solution commune? Oui. Donc, je comprends tout à fait la question. Faut savoir que ce n'est pas une façon de ne pas répondre, mais mine de rien, elle doit être extrêmement travaillée parce que quand on met en place un WMS ou un TMS, ou même parlons que d'un TMS chargeur, et puis en lien avec une plateforme de visibilité, en fait, vous avez des ROI extrêmement variables sur les différentes fonctionnalités. Par exemple, je donne juste un exemple qui ne concerne pas la plateforme de visibilité, encore que, c'est le pré-fac contre le fac. Ça, ce sont typiquement des éléments où, quand un chargeur veut préfacturer ses coûts de transport et puis ensuite veut les comparer par rapport aux vraies factures qu'un transporteur va lui envoyer, on est sur des ROI de à peine quelques semaines. Parce que là, il y a vraiment un gain extrêmement important à avoir. Je pense que le gain est estimé entre 1 et 3%. Alors, tu vas peut-être me contredire et tu affineras peut-être un petit peu. Mais en tout cas, on voit bien que sur ce panel de fonctionnalités, les ROI sont extrêmement différents.
Grégory, excuse-moi, je me permets juste de t'interrompre parce que on s'était dit qu'on lancerait un sondage auprès des participants, C'est vrai, justement. c'est vrai. Ton point, je pense qu'il va revenir dans les réponses de nos participants parce que tu vas les titiller un petit peu dessus, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir un peu l'avis du public, si je puis dire, comme dans un jeu célèbre, et ça nous intéresse après de reprendre un peu le fil de la création de valeur commune qu'on a. Donc, si on peut peut-être lancer ce sondage-là autour des bénéfices clés de TMS et visibilité. Je te laisse commenter derrière si tu veux. Oui, exactement. Parce que ce qui va être intéressant, c'est justement de voir si vous, audience, vous avez les mêmes éléments de ROI que ce que Samy et Grégory vont mentionner. Donc là, vous avez un petit sondage devant vous. Quels sont pour vous les bénéfices ROI clés d'une solution couplée WMS, TMS, plateforme de visibilité? Et donc, vous avez 4 choix. Donc, je vous laisse voter. Le premier choix, c'est amélioration de la satisfaction client, augmentation de la productivité des équipes, réduction des coûts de transport ou réduction des pénalités liées au retard ou au temps d'attente. Donc, encore quelques secondes. Après, on va voir les résultats. Donc, on va pouvoir publier les résultats en temps réel. Donc, ça veut dire que vous verrez ce que l'audience a voté. Et Grégory et Samy et Yvan, je vous laisserai commenter bien sûr ces résultats parce que ça va être intéressant de voir si vos visions correspondent à ce que notre audience vit au quotidien. Donc, je pense que là, on a suffisamment de votes. On va fermer les votes maintenant. Merci beaucoup. Et on va afficher les résultats. Ça va arriver d'une seconde à l'autre. Ah, parfait. Donc, là, la plupart des votants, donc on avait plusieurs choix, ont voté l'amélioration de la satisfaction client, très intéressant. Mais bon, dans un contexte concurrentiel, c'est assez logique. Et puis, en numéro 2, c'est augmentation de la productivité. Donc, moi, je vais laisser vous commenter également ces résultats en live. Est-ce que Grégory et Samy, vous voyez, est-ce que c'est assez en phase avec le type de ROI qu'on peut attendre de ce type de solution? Je vous laisse commenter. Je fais un commentaire, puis je vais laisser la main à Grégory, parce que c'est vrai que les questions, en tout cas les choix, sont, j'allais dire, plutôt orientés visibilité. Donc, je reviendrai dessus. Mais je pense que Grégory va donner un éclairage qui est assez intéressant sur le ROI, avec tout a de la valeur, bien évidemment, mais sur les aspects économiques. J'y reviendrai aussi sur cette partie économique, sur la partie visibilité. Je ne suis pas surpris sur la réponse. Effectivement, le sujet service client, réponse au client sort comme le premier. Après, c'est comment on met de la valeur en face et comment on arrive à avoir un ROI assez rapide. Mais je vais peut-être repasser la main à Grégory justement pour ce que tu parlais du sujet de préfacturation, de sécurisation de la facturation de transport dans les premiers ROI sur la partie TMS. Oui, parce qu'effectivement, on avait un éventail fonctionnel assez large. Donc, du coup, c'était la réponse que je voulais donner effectivement à Yvan, c'était que les ROI, effectivement, se positionnent de manière plus ou moins très avantageux sur différents aspects fonctionnels. Si on reparle maintenant effectivement de cet aspect, quelles sont les attentes que notre public attend sur ces enjeux de visibilité, oui, effectivement, il y a rien de surprenant sur ce qu'on voit, puisque c'est le point de départ, c'est de donner la visibilité au client. Donc, c'est assez normal qu'on retrouve finalement, en gros, 50% de réponses positives là-dessus. Je pense qu'en fait, les 3 autres points qui étaient optimisation de la productivité, baisse du coût transport, sont des effets bénéfiques, finalement, collatéraux à tout ça. Si vous avez une solution digitale qui vous permet d'accroître vos visibilités, naturellement, vous allez permettre à vos propres collaborateurs de passer moins de temps, ou en tout cas d'être plus efficaces dans l'identification de différents colis, des différents passages de statut, etc., qui vont pouvoir du coup communiquer auprès de leurs partenaires et de leurs clients, et ils vont y passer moins de temps et ils vont être plus efficaces dans leur productivité. Donc, quelque part, la réponse idéale aurait été 25, 25, 25, mais ça n'a pas de sens, bien évidemment. Pareil, sur le coût de transport, une plateforme de visibilité, c'est quand même clairement le premier point qui va éclairer, du point de vue du chargeur, toute cette partie transport. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on était sur un accueil transporteur au sein de la plateforme. Effectivement, est-ce qu'il y avait les bonnes documentations? Est-ce qu'il y avait les bons respects des consignes de sécurité? Est-ce que tout le monde était bien convenu du point de rendez-vous? Mais une fois finalement, en gros, que le camion était parti, à part attendre que le client soit livré, il ne se passait plus grand-chose. Grâce à une plateforme de visibilité, vous en avez beaucoup plus de data. C'est ça qui est important finalement, en gros, c'est la data et qu'est-ce qu'on fait après de la data.
Et donc, à partir de là, c'est là où toute la notation transporteur vue du chargeur peut beaucoup jouer. Et donc, un transporteur qui finalement, en gros, de par les résultats qu'on aura obtenus sur la plateforme de visibilité, serait finalement, en gros, pas si performant que ce qu'on pourrait imaginer, c'est autant de vecteurs, finalement, en gros, pour jouer sur les coûts de transport. Donc ça aussi, c'est un rapport de force qui peut peut-être aussi s'inverser parce que justement, on donne de la visibilité. Avoir de l'info, c'est la connaissance. Excusez-moi pour cette phrase un peu basique, mais c'est aussi du pouvoir, en fait, quelque part. Samy, Yes. sur cette dimension de retour sur investissement, de bénéfices. Alors, effectivement, ça va faire du sens à ce qu'on a vu. Alors, on vous a mis à l'écran, c'est la seule slide de la matinée, parce qu'on avait fait le choix avec Yvan et Grégory d'être plutôt dans un échange très ouvert. Mais c'est vrai que le sujet du ROI, la visibilité, c'est un accélérateur de ROI quand on est sur un projet commun TMS et visibilité. Donc, vous voyez à l'écran quelques bénéfices qui sont valorisés chez nos clients. Bien sûr, comme on l'a vu dans le sondage, le sujet de la satisfaction client est important. Et cette satisfaction client, elle apporte finalement pas mal d'éléments autour de tout ça. Et j'ai vu un commentaire qui était tout à fait justifié sur le côté réduction des pénalités ou temps d'attente. En général, les deux vont un peu avec, notamment si on se positionne côté chargeur industriel versus peut-être distributeur, sans pointer du doigt n'importe quel secteur. Mais le premier sujet, c'est qu'effectivement, en objectivant la ponctualité, en objectivant la relation sur le camion est bien arrivé à l'heure puisqu'on l'a géofencé, on l'a localisé. C'est plus le déclaratif de l'horaire d'arrivée pointé sur un poste de garde ou sur un quai qui potentiellement arrive 1, 2, 3 heures après l'arrivée du camion sur le parking. Donc ça, c'est déjà des premiers éléments qu'on arrive à valoriser assez facilement. Et une fois de plus, tout va dépendre avec qui on discute. Si on est un distributeur, si on est un chargeur industriel ou un 4PL, on peut avoir des approches un peu différentes. Mais en tout cas, le sujet autour de la satisfaction du client et des litiges associés au terme de pénalité, vous le voyez à l'écran, on les réduit entre 20 et 30%. Le deuxième, et ça c'est un élément très important, c'est l'amélioration de la productivité des opérateurs. Alors, quand on dit des opérateurs, on va parler des exploitants de transport, on va parler peut-être de l'administration des ventes, du service client. Si on regarde un petit peu, sans refaire toute l'histoire qu'a évoqué Yvan, mais dans le schéma un peu historique, c'est le client appelle son fournisseur, le fournisseur appelle donc l'ADV ou le service client qui lui-même va appeler le service transport pour dire le camion était prévu à 5 heures, il n'est pas arrivé. Donc, le service transport va appeler son transporteur qui potentiellement va avoir un affrété qui lui-même va appeler son chauffeur. Donc, vous comprenez bien qu'avec cette cascade d'actions et d'informations, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie et souvent, le camion est arrivé avant même que l'information soit remontée à l'approvisionneur du distributeur, pour prendre un exemple. Donc, tout ça fait que, avec effectivement le réseau et les connexions qu'on a en temps réel avec les transporteurs, cette information-là, elle est partagée en temps réel. On peut même la communiquer de manière proactive aux destinataires. Et ce temps économisé à passer à chercher l'information, c'est 20 à 40%. On a même des cas où on va quasiment diviser par 60, améliorer de 60 à 70% la productivité sur ces éléments-là, cette recherche d'informations. Et je passe le côté administratif de recherche de litiges, de BL, etc. Et puis, un autre élément, toujours autour de la thématique de la productivité, c'est sur les entrepôts ou les magasins, d'allocation des ressources au bon endroit et au bon moment. Le fait de savoir précisément à quelle heure le camion va venir charger ou va venir livrer permet aussi d'affecter les bonnes ressources plutôt que d'avoir des gars en réception ou à l'expédition qui attendent les camions. Je l'ai vécu dans mes expériences passées dans la grande distribution où vous aviez des gens, c'était la pire des scénarios, des gens qui étaient payés à attendre des camions et ils étaient rien faire, alors qu'on aurait pu les affecter sur d'autres tâches de caristes, de préparation de commandes, etc. Et puis, quand les camions arrivent vraiment en bout de slot, vous les gardiez pour décharger les camions parce que la marchandise était importante et donc vous payez des heures sup. Donc, sous-productif dans la journée et heures sup en fin de journée, donc le poteau rose. Et puis, un dernier élément qui fait le lien avec aussi la partie TMS, Grégory en a parlé tout à l'heure, un des sujets qui est aussi important, si on se place d'un côté chargeur qui a des moyens dédiés, des moyens dédiés, c'est un terme fixe et des termes variables. Le variable, c'est souvent 40% du coût. Et le variable, c'est quoi? C'est des heures conducteurs, c'est des kilomètres. Et aujourd'hui, historiquement, c'était plutôt des données un peu figées qui étaient mises dans le TMS, comme un paramétrage qui était lié à une cartographie, etc. La visibilité, la remontée d'informations en temps réel, la vraie remontée de kilomètres
peut permettre de challenger un petit peu ces éléments et donc de sécurisation de la facturation. Et puis, dans une animation avec les transporteurs, de rentrer dans une logique vertueuse, de dire il y a des augmentations tarifaires, certes, mais il y a aussi des obligations que le transporteur peut avoir, notamment sur le cahier des charges, sur des targets de ponctualité. Et donc, le fait de mieux maîtriser la réelle prestation permet d'optimiser la relation et donc de rentrer sur quelque chose de plus optimisé en termes de coût. Voilà, donc ça, c'est un peu les 4 grandes bénéfices clés de la visibilité associés à un TMS, notamment sur la dernière partie. Parfait, Samy, merci pour effectivement aller sur une quatrième question qui concerne un peu plus, on va dire, la maturité des chargeurs sur la digitalisation. Effectivement, suite à ce sondage, je crois que si on veut en une phrase synthétiser tous les avantages, c'est que avant cette technologie de pouvoir suivre cette traçabilité, on subissait. On ne savait pas ce qui se passait. Le camion était parti, on ne savait pas où il était. Et puis, on attendait de se faire engueuler au téléphone par le destinataire si jamais le camion n'arrivait pas. On subissait. Aujourd'hui, on peut être proactif. Et c'est tout l'intérêt d'avoir l'information le plus tôt possible pour avoir une action proactive et pour améliorer tout ce que vous avez, Grégory et Samy, dit en amont. Donc, ma question nouvelle par rapport à ça, c'est est-ce que vous pensez que le regard justement des entreprises de transport a changé par rapport à ces innovations, notamment au niveau de la traçabilité? Comment vous ressentez cette position, on va dire, toutes ces innovations technologiques qui sont apparues, que les transporteurs n'ont pas forcément pris à bras le corps dès le départ et qui sont plutôt ont été traitées plutôt à travers des plateformes comme Shipeo. Quel est votre regard justement là-dessus, sur cette position des entreprises de transport? Alors, il y a plusieurs éléments, effectivement. Est-ce que le regard des entreprises a changé sur ces outils de digitalisation? Oui, clairement. En fait, j'irais même plus loin, même le regard du public a changé. C'est ça qui est intéressant. Vous savez, on est tous dans ce métier depuis un certain nombre d'années, et je pense je fais un aparté très rapide, hein, je vais aller super vite. Il y a quelques années, vous aviez peut-être du mal à expliquer ce que vous faisiez à vos amis. Et maintenant, depuis quelques années, lorsque j'explique sur quoi je travaille, mes amis, mes voisins comprennent ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un prisme extraordinaire qui s'appelle petit 1, la montée du web, où là, en fait, le grand public a compris ce que c'était que de passer commande auprès d'un serveur, d'un client, et de se faire livrer par un tiers qui est un transporteur, qui n'est pas celui qui assure la préparation et l'envoi, hein, c'est un autre acteur. Le suivi tracking, tout ça maintenant, le grand public est très habitué à ça et il attend ça. Donc, il veut voir de la visibilité sur petit 1, sa préparation de commande d'entrepôt. S'il n'y a pas un statut qui bouge, il angoisse très très vite. Et petit 2, bien sûr, sur la livraison, quel que soit finalement, en gros, le segment de la livraison. Ça, c'est indubitable. Donc, si le public le veut, forcément, les entreprises le comprennent, voire certaines l'anticipent et veulent se digitaliser par rapport à ça. Donc ça, clairement, il y a un effet accélérateur du web et qui, en plus, a été boosté de manière encore plus phénoménale par le Covid. Hein, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, c'est évident, mais il faut le rappeler. Le Covid a été un effet accélérateur de prise de commande du web. Le grand public a commandé sans poser de questions et était très, finalement, gros flegmatique. Il a vu que ça arrivait, il a vu presque dans l'heure, pas trop de soucis, quelques problématiques de stock pour certains, évidemment, hein, ça n'a pas été non plus complètement neutre, mais il a trouvé ça normal. Et il trouvait ça normal aussi de voir son suivi de commande et de voir son tracking. Donc oui, clairement, l'entreprise a changé de regard par rapport à la digitalisation du transport, c'est clair. Et écoute, tu as pris un peu mes arguments, mais effectivement, ces entreprises, c'est des hommes et des femmes qui commandent sur Internet, qui sont habitués à être interconnectés avec le livreur. Et donc, je rejoins complètement le fait qu'on n'a plus besoin d'expliquer, parce que Shipeo, peut-être qu'il y a quelques années, c'était un peu flou, est-ce que c'est des trackers dans des camions, etc. Et le fait de récupérer de la donnée, de la partager, de calculer un ETA, c'est devenu un standard. Et c'est un standard dans la vie de tous les jours, donc ça devient un standard dans le B2B, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même peu de visibilité quand je regarde un peu le taux d'équipement des entreprises. Moi, par rapport à la question de la maturité et de l'importance de l'entreprise, il y a aussi un élément qu'il faut avoir aussi en considération, au-delà de la crise sur laquelle on est encore un peu dedans et l'importance du transport, c'est qu'en 30 ans, en 20 ans, pardon, le transport il a augmenté de 30% quand on prend les indices CNR. Et donc, forcément, plus un poste de coût est important, et c'est un peu dur de ce que je veux dire, mais plus on s'y intéresse. Et donc, les entreprises,
et j'ai fait partie de grands groupes qui ont petit à petit eu un intérêt beaucoup plus important sur le transport. Donc, je vois une question 30% de volume. C'est le transport qui, en 20 ans, a augmenté de 30% de valeur, en valeur du coût unitaire de transport. Voilà. C'est un indice. En budget transport pour les chargeurs, c'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est l'indice CNR avec les courbes qui vont bien. Vous regardez l'indice de 2000, vous regardez aujourd'hui, on est à un indice 130. Et donc, aujourd'hui, fait que les entreprises, bien sûr, s'y intéressent. Donc, quand elle dit qu'elles s'y intéressent, elles mettent des compétences, donc elles recrutent des gens un peu plus performants sur le transport. 2, elles s'équipent de TMS. Et donc, c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de sujets autour de TMS. Non pas des TMS maisons qui font du passe-plat entre un ERP et des transporteurs. C'est des vrais outils et c'est pour ça que le groupe Savoie aussi a ce volant d'affaires aussi important et c'est intérêt avec nous sur la stratégie. C'est aussi de se dire, voilà, il y a aussi des besoins d'optimisation de camions, d'optimisation de tournée, de relations avec les transporteurs, de sécurisation de la facturation. Et donc, la visibilité est devenue aussi un élément clé pour les raisons de service qu'on a évoquées. Et puis, ça, c'est la vision, je veux dire, à 2021. On le voit aussi que directionnellement, il y a de plus en plus de pressions, je veux dire, politiques, réglementaires, sanitaires, environnementaux, qui font que aujourd'hui, on est à un indice peut-être 30, mais qu'on voit bien ce qui se passe dans les grandes villes. On parle de zones de basse émission, on parle de zones à exclure des camions polluants, on parle d'arrêt du diesel en 2024. Tout ça va être des facteurs encore d'augmentation des coûts. Donc, les chargeurs ne vont pas rester les bras croisés, vont chercher des moyens pour, une fois de plus, amortir le coût, réduire le coût, optimiser les coûts de transport, tout en ayant un niveau de service qui soit à l'attendu de ce que vivent les gens dans leur quotidien. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment, j'allais dire qu'on est du bon côté, dans le bon secteur, et ça fait vraiment partie des enjeux, je pense, dans les grandes entreprises, dans les mois et semaines à venir. Très bien, merci Samy pour ça, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Grégory aussi. On a peut-être eu une société qui m'a énormément aidé et a aidé le public justement sur cette dimension-là. C'était la société Amazon qui a été peut-être la première à mettre en avant la prestation, le service avant le produit. Pourquoi on achète Amazon? Parce qu'on est sûr d'être livré vite et bien. Parce que le produit, je pourrais le trouver ailleurs. Et aujourd'hui, les chargeurs prennent cela à bras-le-corps, c'est-à-dire ils ont besoin d'assurer la promesse client. La promesse qui est faite au client dans sa commande d'être livré dans telles conditions ou à tel jour, à telle heure, elle doit être pilotée, respectée bien sûr, mais pilotée. On ne peut plus aujourd'hui balancer du fret, des camions comme ça, au hasard. J'ai eu beaucoup de clients pendant le premier confinement, chargeurs très inquiets, très angoissés. Ils avaient des centaines de camions sur la route en Europe et ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ne savaient pas s'ils étaient partis, s'ils allaient arriver ou ceux qui étaient partis allaient arriver. Ils ne savaient plus rien, ça a créé beaucoup d'angoisse. Et aujourd'hui, s'il y a un tel intérêt à la traçabilité, à la visibilité, qui est né finalement de cette pandémie, ou en tout cas que la pandémie a accéléré, c'est aussi pour ça. Aujourd'hui, un chargeur ne peut plus dire « je balance mon fret dans la nature et puis advienne que pourra, le destinataire me dira si les choses se passent bien ou pas ». Ceci est derrière nous et je pense qu'évidemment, c'est un déterminant majeur que de digitaliser. Pour cela, il faut de la donnée et j'enchaîne la dernière question de notre débat. C'est l'interopérabilité. J'imagine que dans votre partenariat, vous allez créer des interfaces entre vos différentes solutions logicielles, évidemment. Samy, tu vas récupérer les shipments des TMS, évidemment, ça j'en suis certain. Et ma question, c'est quel est l'intérêt en fait pour vous, dans votre partenariat, en fait, de peut-être mutualiser, concentrer toutes les données que vous êtes vous tous les deux en capacité de réunir. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter comme apport supplémentaire que de mutualiser les données que vous collectez ensemble? Grégory, je crois, Grégory, pour ça. Oui, je vais me permettre de donner des éléments de réponse. Donc, sur la partie interopérabilité, pas facile à dire interopérabilité. Non. Voilà, mais j'y suis arrivé la deuxième fois. J'imagine que vous allez créer des interfaces, c'est ce que tu as dit. Non, en fait, les interfaces, elles sont déjà là. Parce que, en fait, je ne conçois pas d'arriver vers un prospect, de dire écoutez, faites le projet, puis on verra bien comment on connecte tout ça. Clairement, il faut que ça puisse être déjà prêt à l'emploi. Et donc, je fais un petit aparté, mais vraiment technique, très rapide. Shipeo a déjà fait tout le travail. Donc, bon, je vais expliquer rapidement. Ils ont convenu des qualifications. Ils savent effectivement vers quel système ils doivent interagir et quel type d'informations ils doivent donner. Donc, ils ont conçu leurs API. Donc des web services tout à fait documentés, standardisés,
est disponible. Vous tapez API Shipeo, vous tombez directement sur le descriptif. Public. Voilà. Et Très ça, bien. c'est pour moi, c'est une source effectivement d'inspiration, d'amélioration. C'est-à-dire que nous, notre solution WMS plus TMS Audacio, évidemment, fonctionne également avec des API. Et il faut également aussi qu'on rentre dans cette logique-là de fournir sans aucun problème ces API-là. Parce que ça va dans le sens du marché où tous les systèmes doivent pouvoir effectivement coexister ensemble et s'échanger dans des informations facilement. Parce que si ce n'est pas fait avant, de toute façon, le client, lorsqu'il va vouloir lancer son projet, il va s'apercevoir que tout ne tourne pas comme ça. Même si c'est moderne, même si c'est documenté, c'est quand même un petit peu de travail et ça doit être anticipé. Voilà, ça c'est important. Et puis après, sur la partie valeur ajoutée que tu sous-entendais, effectivement, c'est normal, c'est la question qu'on va nous poser après derrière. Bah, j'en reviens à ce que j'avais dit. Il faut l'info et après, il faut traiter l'info. Donc l'info, on l'a grâce à la plateforme de lisibilité. Je laisserai Samy commenter, effectivement. Et puis après, c'est comment on traite l'info. Et c'est là la question qu'on doit se poser en tant que client, c'est quand on cherche des systèmes d'information, c'est qu'est-ce qu'on en fait du coup? Le système qui reçoit l'info doit être capable, effectivement, via un historique et un moteur d'événements, de savoir qu'est-ce qu'il en fait. J'ai un ETA prédictif qui me dit que on va être en retard. Qu'est-ce que ça se déclenche en termes de processus métier pour éventuellement prévenir mon client? Alors ça, c'est un schéma un peu basique. Et je peux en imaginer un autre aussi encore un petit peu plus compliqué. C'est si je suis sur une supply chain à plusieurs mailles, concrètement, avant même de parler de mon client, je peux moi-même être très content de recevoir effectivement l'ETA prédictive sur la livraison effectivement d'un deuxième site qui était fourni par mon premier site, moi en tant qu'exploitant. Et à partir de là, j'ai peut-être des solutions que je peux mettre en place. Si finalement j'ai trouvé ça plus intéressant de transférer de la marchandise de l'un vers l'autre, mais que c'est en retard, bah, il vaut peut-être mieux que finalement, en gros, je réagisse différemment et puis que je prenne le stock que j'ai sur mon site en termes de délai de recours. Voilà, c'est toute une série de cas d'utilisation qu'on peut voir effectivement au coup par coup, suivant effectivement l'organisation logistique de l'acteur et qui peuvent effectivement apporter rapidement de la valeur ajoutée, soit en termes de sécurisation de la promesse client, soit en termes de coût. Samy, pour cette interopérabilité, Dieu sait qu'avec ces nouvelles plateformes, Shipeo notamment, la connectique, la télématique développée extrêmement forte, extrêmement nouvelle. Les TMS n'ont jamais été aussi connectés et interconnectés que les plateformes, notamment Shipeo. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette dimension d'interopérabilité? Pour nous, c'est clé. Si Shipeo est là après cette année avec cette taille, ce réseau, c'est grâce à l'interopérabilité des systèmes, c'est tout ce travail qu'on a fait avec les transporteurs que j'ai évoqué tout à l'heure. Et effectivement, comme l'a dit Grégory, il faut qu'il n'y ait pas de sujet avec les clients de Sawa ou avec les utilisateurs de TMS. Il faut que ça soit complètement fluide et c'est pour ça qu'on a standardisé nos API. Le sujet, pour parler très, très rapidement, parce que je crois qu'on est un petit peu pris par le temps, mais de point de vue général, la maîtrise de la data et le partage de la data sont des enjeux clés pour toutes les entreprises, on le voit. Et ce que j'ai bien aimé dans le discours de Grégory, que je porte également à mon niveau, c'est que quand on discute avec nos clients, avec nos prospects, on essaie de faire plus que de vendre une solution informatique. On rentre dans le cœur de leur business, on rentre dans le cœur de leur process et on fait de la vente conseil. Parce que c'est sûr qu'on a parfois des demandes de dire je voudrais cette information-là, je voudrais ce module-là, etc. Puis quand on pose 2-3 questions assez simples, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément un intérêt. Et sur la data, c'est la même chose. Bien sûr, on développe des messages standardisés, pour rentrer un peu dans les détails, des orders in quand on récupère un ordre de transport, des events out quand on les renvoie dans le TMS. Et puis, on a parfois des demandes, je voudrais avoir l'ouverture de porte de la remorque, je voudrais avoir le poids à l'essieu, etc., qui bouge. Très bien. Et à chaque fois, on essaie quand même de poser la question, non pas pour éluder le sujet, mais de se dire vraiment, qu'est-ce que vous en faites? 2, est-ce que vous voulez la renvoyer dans le TMS ou est-ce que c'est une information que vous pouvez gérer parce que c'est plutôt une information sur le quai? Et voilà. Donc, en tout cas, le principe de l'interopérabilité, c'est d'ouvrir le maximum d'options possibles, sans contrainte de délai, de timing, etc. Mais toujours avec la logique de à quoi ça va vous servir et comment vous allez l'utiliser de manière efficace. Est-ce que c'est dans Shipeo, ça doit rester dans Shipeo? Ou est-ce que ça doit être dans Sawa, ou est-ce que ça doit être dans un outil tiers? Et on voit qu'on a aussi pas mal de sujets autour de renvoyer dans la BI de certains de nos clients parce qu'ils veulent consolider les données pour en faire des master indicateurs. Voilà, donc tout dépend un peu du périmètre et du besoin. Parfait. Écoutez, Grégory, ça y est, merci pour ce débat. Je close ce débat. Il est 45, c'est parfait. Voilà, et nous allons ouvrir effectivement la séance des questions-réponses. Exactement. Merci beaucoup pour ce formidable débat.
Donc, nous allons passer aux questions de l'audience. N'hésitez pas à les ajouter au fur et à mesure au panneau de contrôle de Zoom. Donc, on a déjà quelques questions qui sont entrées, donc je vais les poser. Donc, je pense que la première question va être pour Shipeo concernant les transporteurs. Donc, observez-vous des réticences de la part des transporteurs pour s'interfacer aux plateformes? Alors, je veux dire en 2021, non. Je vais dire pour 3 raisons. La première, c'est que comme Yvon l'a montré un peu dans la trajectoire, il y a une forme de maturité aujourd'hui des transporteurs autour de cette plateforme de visibilité. Et effectivement, Amazon, une fois plus, a mis un peu un standard dans la tête de tout le monde et dans les outils. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réticence. Moi qui ai vécu des sujets de tracking il y a 7 ou 8 ans, dans la grande distribution, c'était un peu plus compliqué. Puis au fur et à mesure, cette acceptation, cette maturité a fait que aussi les transporteurs y ont trouvé un bénéfice, puisque dans certains cas, ils récupèrent par EDI les heures de transport, donc ça leur facilite quand même clairement la gestion opérationnelle. On a aussi mis en place chez Shipeo une équipe qui est complètement dédiée à la relation transporteur, même si dans certains cas, ils ne sont pas nos clients, on les traite comme si c'était des clients. Donc, on a même des campagnes NPS pour savoir si tout se passe bien, on a des outils pour leur faciliter la vie. Et puis, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des transporteurs qui deviennent des clients de Shipeo, puisqu'on a des solutions qui leur sont plutôt adressées. Et donc, on voit effectivement des transporteurs qui, peut-être il y a 7 ou 8 ans, voyaient les plateformes de visibilité comme des gens qui venaient utiliser leurs données pour la vendre. Et finalement, ils y voient un intérêt opérationnel, ils y voient un intérêt économique aussi, puisque eux-mêmes gèrent des sous-traitants et se rendent compte que c'est aussi un élément différenciant pour leurs propres clients. Donc voilà, donc c'est aussi intéressant de voir cette trajectoire avec la relation des transporteurs. Merci beaucoup, Samy. Alors, on va continuer les questions. La prochaine va être pour savoir, suis-je obligé d'acquérir tous les modules de la solution de savoir pour assurer le suivi d'exécution end-to-end? Je pense que j'ai dû faire peur quand j'ai fait le résumé au début, que j'ai dit OMS, WMS, TMS. Et donc, je comprends la question. Du coup, on se dit, bon, maintenant, il faut 3 logiciels. Non, effectivement. Alors déjà, l'OMS n'est indispensable, évidemment, que si vous avez un besoin d'orchestration de commande client. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, en ce qui concerne effectivement la partie WMS et TMS, vous savez, ce sont 2 solutions qui ont des frontières un petit peu communes. Il y a une certaine porosité, en fait, en gros, entre un WMS et un TMS chargeur. Ces frontières-là, pour moi, à mon sens, n'ont plus vraiment de logique. Dans une solution modulaire, vous devez être capable, finalement, en gros, de proposer ce qui intéresse et là où sont les enjeux par rapport à la plateforme logistique. Donc, notre solution Audacio, qui est couplée effectivement avec Shipeo, c'est un WMS, c'est un TMS et c'est aussi un WMS/TMS. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai une solution effectivement commune et je suis capable de déployer seulement les composants, effectivement, de la solution qui intéresse mon client. Donc, en fait, concrètement, ce n'est pas 2 solutions, c'est une, en fait. Super, merci beaucoup. Alors, ce qui est bien avec cette session de questions-réponses, c'est que c'est bien équilibré. Tout le monde a une question. Donc, Yvan, une question pour vous concernant un peu le futur. Donc, vous avez bien fait un récapitulatif intéressant des évolutions technologiques depuis les années 80. Et si on se trouve à l'avenir, y a-t-il d'autres évolutions en cours qui peuvent transformer la supply chain? Alors, sur la traçabilité, oui, et on commence à le connaître, c'est l'IoT, l'Internet des objets, où en fait, aujourd'hui, on est passé de la traçabilité du camion au chauffeur et maintenant, la traçabilité commence à porter sur les palettes ou les conteneurs, les smart conteneurs qui sont géolocalisés, voire même les produits. Les vaccins Pfizer qui doivent être transportés à moins 70 degrés, il y a un capteur qui est dans le carton des vaccins Pfizer et qui permet toutes les minutes de vérifier que les vaccins sont bien à la température de moins 70 degrés. J'ai eu des expériences aussi de pales éoliennes qui étaient transportées entre les États-Unis et l'Europe. On mettait des capteurs de vibration parce que lorsque les pales subissaient des vibrations pendant le transport maritime, à la première vibration importante, on disait OK, on le notait. À la deuxième, on savait qu'il fallait faire un audit à destination dans le port d'arrivée européenne. À la troisième vibration pendant le transport maritime, le produit repartait à son expéditeur. Donc, ça ne vaut pas pour toutes les chaînes logistiques, évidemment. Mais aujourd'hui, plus on avance dans la technologie et plus on se rend compte que la technologie descend au plus proche du terrain. On est passé de l'agence, on a été sur le quai, puis on a été dans le camion ou le bateau, puis on a été sur les chauffeurs, et maintenant on a été sur les palettes et les conteneurs, et maintenant on descend au niveau des produits. Voilà le sens de l'histoire, je pense, technologique,
qui est en train de se faire et pour lequel, effectivement, avec les IoT, on va dire, on a une souplesse un peu plus grande que ce qu'on a pu avoir à l'époque avec la RFID. Les capteurs ne sont pas très, très chers. Ce qui coûte le plus cher, c'est de les connecter. Ça coûte à peu près 30 € par an que d'avoir un capteur qui est capable de communiquer sur des réseaux GPRS ou satellitaires pour vous donner des informations sur la géolocalisation, la température, l'humidité, les vibrations et les chocs violents. Et je pense que l'avenir, il est là, c'est-à-dire l'avenir, il est que pour un chargeur, pour les produits sensibles qu'il aura, il pourra savoir dans quelles conditions ces produits ont été transportés et s'ils ont subi pendant le transport des dégradations de façon temps réel au fur et à mesure que le transport s'opérera. Je pense que la digitalisation ira dans ce sens-là et apportera ce type de service aux chargeurs. Tu as raison, Yvan. Et d'ailleurs, on a ce type de demande déjà aujourd'hui. On intègre déjà de l'IoT qui, entre guillemets, supplante un petit peu la télématique, puisqu'il y a un niveau de suivi qui est beaucoup plus fin. Donc, oui, c'est effectivement la tendance qui s'inscrit sur les sujets de visibilité. Mais une fois plus, tout va dépendre des cas d'usage. Ça redonne la main au chargeur, en fait. Hein. Ça qui est absolument, absolument. Le chargeur, effectivement, c'est à lui, en quelque sorte, de mettre ses capteurs à l'intérieur des palettes qu'il prépare ou des produits qu'il compose. Hein. Donc, on n'attend plus du transporteur qu'il donne de l'information d'où est son camion à travers Shipeo, mais on est en capacité, le logisticien ou le chargeur, évidemment, de piloter l'information de ces produits. Certains me disent, par exemple, ça va être vachement bien parce que ça va résoudre le problème de la sous-traitance. Il y a une sous-traitance de camion, ben, ce n'est pas un tracteur et un autre tracteur, c'est le produit qu'il y a sur ma palette. Et donc, ma palette, ben, qu'elle soit sous-traitée 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, elle sera toujours traçable. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, de naître dans le sens des IoT. C'est très nouveau, mais je pense que ce développement-là, d'un point de vue technologique, se fera de façon finalement assez importante, mais sur des supply chains, je pense, à valeur ajoutée. Des produits sensibles, des produits de grande valeur, des produits bien sûr pharmaceutiques, mais ça existe déjà. Voilà. Et bon, après, une palette de boulons, on ne va peut-être pas s'embêter à y mettre un capteur IoT, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense que pour un certain nombre de chaînes logistiques, ce type d'équipement, dans le futur, va être amené, je pense, à se développer. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer à une question pour Samy, je pense. Donc, quelle réponse apportez-vous à la légalité de la signature électronique et notamment de l'horaire de livraison en cas de retard et donc à la pénalisation, aux pénalisations économiques? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Quelle réponse on apporte aujourd'hui? On a aussi développé, alors il y a l'histoire de Shipeo, l'interopérabilité, puis l'histoire de Shipeo a commencé avec une application mobile, qui était au début la manière de traquer un conducteur. Puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'était limitatif pour couvrir un écosystème assez large de transporteurs, de sous-traitants. Et puis finalement, l'application mobile est revenue de manière assez forte à travers des sujets assez clés que tout le monde entend, hein, notamment les sujets de ICMR, d'être en capacité de digitaliser les voitures. Donc, on a redéveloppé complètement cette application mobile. Et cette application mobile, en fait, elle permet de donner au conducteur, et ça rejoint le commentaire d'Yvan, hein, beaucoup plus d'informations sur la composition de son camion. Et donc, de pouvoir, finalement, vous prenez une lettre de voiture papier, vous avez la même chose dans une application mobile, sauf que dans l'application mobile, vous pouvez, en temps réel, saisir des litiges, prendre des photos, donc remonter les litiges et les photos en temps réel, pouvoir déclarer des emballages au chargement ou déchargement et d'arriver chez le destinataire et faire signer sur l'écran ou de récupérer une signature. Donc là, on est dans la conformité ICMR. Donc, on a beaucoup travaillé avec plein d'organisations. On a même eu l'occasion d'échanger avec Yvan sur le sujet. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir un premier niveau de certification de la signature qui est acceptable. On est bien évidemment attentif à d'autres niveaux de certification sur est-ce que demain, il faut un code à 4 chiffres pour valider une signature? Est-ce qu'il faut un QR code? Est-ce qu'il faut scanner? En tout cas, c'est toujours d'avoir la possibilité de techniquement tout couvrir. Mais le principe, c'est d'être conforme à la ICMR. Alors ensuite, la question de la pénalisation, ça, c'est encore un autre sujet parce que c'est une relation qui est plutôt entre un industriel, un distributeur, et bien évidemment, il y a un transporteur au milieu, et nous, on pourrait être considéré, je dirais, on pourrait être comme un tiers de confiance, puisque le principe du géofencing, de la géolocalisation, c'est que toutes les signatures, toutes les déclarations de litige est horodatée. On sait précisément à quelle heure ça a été fait et où est-ce que ça a été fait. Est-ce que demain, ça devient une preuve définitive, etc.,
Je ne sais pas, on n'a pas cette jurisprudence et ce recul juridique. Et je vous avouerai qu'on n'a pas forcément envie de rentrer dans est-ce qu'on est les avocats des distributeurs, est-ce qu'on est les avocats des industriels, est-ce que ce sont les avocats des transporteurs? Non, on est une solution technologique avec du geofencing, de la donnée en temps réel, mais un peu à l'image des transporteurs, on a parlé de la maturité et de l'évolution. Aujourd'hui, les distributeurs regardent forcément le sujet de la ICMR et ils savent qu'à un moment donné, il y aura des sujets. Et une fois de plus, je ne veux absolument pas cracher dans la soupe sur les distributeurs tapent sur la tête des fournisseurs, etc. Mais pas plus tard qu'hier, j'intervenais à la FCD, donc la FCD, c'est la Fédération du commerce et de la distribution, où étaient présents la majorité des distributeurs. Et la question se posait sur ICMR, qu'est-ce que ça change pour eux? Ouais, donc, je pense qu'avec l'acceptation, les nouvelles technologies, il y aura des changements. Mais de vous dire que de là, toutes les pénalités seront annulées, je ne sais pas, je ne pense pas. Super, merci Samy. On va encore prendre 2-3 questions. Donc Grégory, la prochaine question va être pour vous. Après, je pense que Samy et Yvan, vous pouvez également rebondir dessus. Où est la limite, donc, ou la frontière entre Shipeo et un TMS pour éviter la redondance de données communes? Alors, cette question, effectivement, elle est à plusieurs étages. Alors déjà, limite frontière, c'est pas mal d'avoir mis les deux termes. Je dirais frontière parce qu'on est capable du coup de la changer un petit peu de place, hein. C'est ça qui est intéressant. Si je réponds basiquement, de notre côté, on va donner des ordres de transport qu'on a été capable de générer. Donc, un ordre de transport, c'est de la marchandise part de tel site de distribution, doit arriver à tel site de cross-dock ou client final, peu importe si c'est du direct shipment. Et voici le descriptif des unités de manutention que j'ai chargées effectivement à l'intérieur de cette unité de transport. Voilà, ça c'est ce que je dois fournir moi comme information côté savoir. Et effectivement, Shipeo fournit des éléments de tracking. Voilà basiquement effectivement les frontières. Mais c'est là où la question est intéressante, c'est qu'elle parle effectivement de redondance des données. Donc ça sous-entend plusieurs questions. Effectivement, une fois qu'il y a le tracking dans Shipeo, la question est de savoir, c'est est-ce que du coup, mon utilisateur, celui qui utilise la situation commune, souhaite effectivement basculer maintenant sur Shipeo et rester sur Shipeo, ou est-ce qu'effectivement, il veut aller et rester dans quelque part son écosystème, qui serait plutôt un système opérationnel, comme par exemple notre WMS, notre TMS. Alors nous, effectivement, quand on recevra des éléments de tracking de Shipeo, bien évidemment, on va les récupérer et les stocker dans notre système. C'est pour ça. Sinon, si je n'ai pas la data, hein, j'en fais rien. Donc, il me faut la data. Et effectivement, la question est là. Il y a donc bien effectivement duplication de données. Si effectivement un client se dit moi, je n'ai pas besoin de cette duplication de données, je reste sur le côté de visibility platform, pas de souci. Effectivement, à ce moment-là, on restera juste un émetteur d'informations. Mais je pense que les cas d'utilisation et la valeur ajoutée est supérieure si effectivement le tracking va jusqu'à la solution TMS. Et à partir de là, effectivement, oui, ça fait de la redondance de données, ça c'est clair de ce côté-là. Mais c'est un peu le problème des systèmes interopérables, hein, donc je pense que la question, elle a été posée par quelqu'un d'assez technique et d'assez affûté sur ces sujets-là. Clairement, on multiplie effectivement les données de stockage. Et on pose des fois aussi une autre question, c'est que tous les systèmes n'ont pas la même façon d'afficher l'information, hein, c'est-à-dire comment on le présente à l'utilisateur, et ça peut créer des fois des confusions. Il faut qu'on fasse vachement attention à ça pour que l'information soit comprise chez Shipeo de la même façon qu'elle soit comprise dans notre WMS TMS Audacieux. Parfait. Il nous reste encore 2 petites minutes, donc on va poser une dernière question. Il y a eu beaucoup d'autres questions qui n'ont pas pu être abordées et nous allons vous contacter à la suite de ce webinaire pour essayer de donner des éléments de réponse. Sachez également que vous allez recevoir le replay dans quelques jours après cette présentation-là. Donc, peut-être dernière question pour vous, Yvan, sur est-ce qu'il y a des limites dans la mise en œuvre de la traçabilité? Oui, la limite première que je vois, c'est qu'aujourd'hui, tous les camions d'Europe ne sont pas équipés de systèmes en informatique embarqué. Ils le seront quasiment tous lorsqu'on sera en norme Euro 6, puisque en norme Euro 6, les constructeurs vont nativement équiper les camions. Aujourd'hui, lorsque c'est en dessous d'Euro 6, il faut que les transporteurs rééquipent des camions qu'ils achètent, et c'est souvent 2 000, 3 000 euros par camion. Et donc, ils ne le font pas forcément. Et un camion sans informatique embarquée, même si on peut considérer qu'on fait de la traçabilité avec le smartphone du chauffeur, ce n'est pas pareil. Donc, moi, je pense qu'un des freins qu'on subit aujourd'hui dans le tracking
notamment des camions, c'est cette faiblesse encore que l'on a à travers l'Europe d'informatique embarquée. Alors on dit qu'il y a à peu près un camion sur deux à peu près qui peut être traqué, et puis les autres, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là, en fait, où je pense les choses, c'est-à-dire que souvent, les chargeurs se connectent à Shipeo et disent « Mais pourquoi je n'ai pas 100% de retour d'information sur l'ETA de tous mes camions ?» Oui, certains camions ont des difficultés. Ça, je pense que Samy pourra en parler plus que moi. Certains camions, effectivement, n'ont pas parfois toute la connectique pour pouvoir effectivement assurer de façon automatique sa géolocalisation et le fait que Shipeo puisse récupérer cette information et en traduire des ETA. Donc, on est encore un petit peu à la traîne sur les équipements même des véhicules pour assurer, on va dire, une traçabilité totale globale, mais avec l'évolution des camions et la norme Euro 6, petit à petit, ceci va disparaître. Voilà, pour finir. Parfait. Merci beaucoup. Ce fut un échange très riche. Merci à tous les intervenants. Nous allons à présent finir ce webinaire. Est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion? Non? Très bien. Bon, alors, merci beaucoup. Vous allez recevoir la présentation peu après ce webinaire et passer une très bonne journée. Merci d'avoir participé. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.